Mais c'est un réaménagement qui répond à la nécessité de raffermir la cohésion au sein du parti, de mettre de l'ordre, de faire respecter la discipline, surtout à l'issue de la rupture du partenariat avec le RHDP. Un certain nombre de camarades sont entrés dans des postures de contestation des décisions d'une instance aussi importante que le comité central. Ils veulent conduire le Front populaire ivoirien dans une sorte de, je dirais, d'intégration au RHDP, ce qui n'est pas notre vocation. Et donc, évidemment, il fallait mettre de l'ordre. Et c'est pour cela que ces camarades ont été déchargés de leurs responsabilités au secrétariat général. Mais ce ne sont pas des voix qui sont autorisées à le faire. D'abord, la démission relève de ma responsabilité. Donc, ce n'est pas un individu qui va me demander de démissionner. Ceux qui souhaitent prendre la tête du parti, ils n'ont qu'à se présenter au Congrès. C'est le Congrès qui élit le président du parti. Et nous sommes à moins de 45 jours du Congrès. Je suis candidat à ma propre succession. S'il souhaite me remplacer à la tête du parti, qu'il fasse acte de candidature, qu'on se retrouve devant les militants, et les militants décideront. C'est une façon même de sécuriser le Congrès. Voilà. D'autant que le fait de quitter la direction ne leur enlève nullement le statut de militant du Front populaire ivoirien. La direction est un organe que personnellement j'ai mis en place. Tous ceux qui y sont ont été nommés par le président du parti. S'ils ne sont plus en phase avec le président du parti, c'est tout à fait logique qu'ils quittent la direction. Logiquement, ils auraient dû eux-mêmes démissionner, parce qu'on n'est pas condamné à appartenir à une direction si on n'épouse pas la vision du président, si on n'épouse pas la vision de celui qui est à la tête. Et celui qui est à la tête a une vision. Cette vision est adoubée par le comité central, à savoir qu'il faut que le Front populaire ivoirien fasse acte de candidature en 2025. Il faut que le Front populaire ivoirien rompe le partenariat avec le RHDP, parce que c'est un partenariat qui lui a été préjudiciable, c'est un partenariat qui est devenu caduc, dans la mesure où il était centré sur la réconciliation nationale, et le parti au pouvoir considère qu'il n'y a plus d'action de réconciliation à mener. Donc le partenariat n'avait plus de sens. Ensuite, sur le plan électoral, ce partenariat n'a rien rapporté au Front populaire ivoirien. Donc, tout à fait légitimement et objectivement, le comité central du parti a décidé de mettre fin à ce partenariat et de se positionner sur ses propres intérêts, de se préparer pour gagner l'élection de 2025. Soit on est d'accord avec cette position de l'organe du parti, soit on n'est pas d'accord et puis on prend ses responsabilités. Sur cette affaire, nous avons largement communiqué. Le directeur régional de campagne qui a géré la campagne du conseil régional l'a bien dit. Quand on est dans une liste, on participe au financement. Donc ce n'est pas de l'argent qui a été remis au président du parti, c'est la contribution de la liste RHDP au financement de la campagne. Et ce n'est pas 100 millions, c'est 70 millions qu'ils ont donné sur un budget de campagne de 780 millions. Alors donc c'est une somme dérisoire, comme cela a été mentionné dans le communiqué. Ce n'est pas avec 110 millions qu'on finance une campagne électorale régionale en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont tenté de l'utiliser, mais je n'ai jamais été en possession de ces 110 millions. C'est le trésorier de la campagne qui a pris contact avec tous ceux qui sont sur la liste des deux camps pour que chacun apporte sa contribution. La contribution du RHDP était de l'ordre de 300 millions. Sur les 300 millions, ils n'ont donné que 70 millions. Donc, ils ne peuvent pas faire les gorges chaudes sur cette question qui relève de la manipulation et de la volonté de discréditer, alors qu'il n'y a rien, personne, je n'ai reçu de l'argent de personne. Ils ont contribué à 70 millions à la campagne du conseil régional, où ils avaient 40% des sièges et où ils devaient hériter de 2 postes de vice-président, dont le poste de premier vice-président. Mais évidemment, le pays se porte bien. Ces divergences, d'ailleurs, sont la marque de la vitalité du parti. Si le parti n'était pas important, il ne ferait pas l'objet de tant de convoitises, notamment de la part du parti au pouvoir, qui veut tout faire pour que nous ne quittions pas le partenariat, qui veut donc instrumentaliser un certain nombre de camarades pour qu'ils ramènent le FPI dans le giron du RHDP. Si le parti n'était pas important, on n'observerait pas tout cela. Donc nous,
ça nous conforte dans l'idée que nous sommes importants sur l'échiquier politique national et que nous sommes craints, puisque tout le monde tente de tout faire pour neutraliser le FPI, pour l'empêcher d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Puisque c'est à cela que se résume tout ce qui se déroule à l'heure actuelle au niveau d'un certain nombre de camarades. Mais ce que nous espérions, c'est ce qui est consigné dans l'accord. Il y avait deux choses principalement. La réconciliation nationale. Vous saviez qu'avant le partenariat, il y avait une sorte de crispation autour de la question de la réconciliation nationale. Nous avons espéré tendre une main aux partis au pouvoir pour qu'ensemble, nous contribuions à consolider la réconciliation nationale. Donc cela aurait été notre contribution à faire avancer un dossier important pour l'ensemble des Ivoiriens. D'autant que la réconciliation nationale, de notre point de vue, n'est pas achevée. Aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait, la grande majorité des Ivoiriens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelle est la vérité sur les conflits qui nous ont menés à la crise post-électorale? Quelles sont les causes de ces conflits? Quelles sont les mesures que nous avons décidé de prendre ensemble pour éviter que de tels événements ne se reproduisent plus en Côte d'Ivoire, notamment à l'occasion des élections? Ces questions ne sont pas réglées. Donc, de notre point de vue, la réconciliation nationale n'est pas achevée. Et au lieu de le crier dans la rue, dans les déclarations, nous avons voulu, avec le parti au pouvoir, nous engager ensemble, à travers ce partenariat, à faire avancer cette question. Donc voilà le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de mutualiser nos moyens pour qu'à l'occasion des élections, nous puissions gagner ensemble. Voilà. Les aider là où ils ont quelques difficultés à gagner et en retour, nous aider, nous aussi, à gagner un certain nombre de circonscriptions. Mais au bout du processus, ce que nous notons, c'est que nous n'avons rien gagné. Au contraire, si nous comparons notre situation de 2024 à celle que nous avions en 2018, nous pouvons considérer que nous avons reculé. En 2018, nous avions un conseil régional, nous avions 2 mairies et plusieurs postes de députés. Aujourd'hui, avec le partenariat, nous avons perdu le conseil régional, nous avons perdu les 2 mairies, nous avons perdu 2 postes de députés. Donc on ne peut pas dire que le partenariat, même pour le Front populaire ivoirien lui-même, a été profitable. Ce n'a donc pas été profitable ni au pays, ni au Front populaire ivoirien. Donc pourquoi rester dans un partenariat qui ne vous rapporte rien? Mais évidemment, vous savez bien, même dans un mariage qui se casse, il y a toujours des acquis. Le couple peut avoir eu des enfants. Mais les situations peuvent être telles que, en dépit de cet acquis, vous notiez l'impossibilité de continuer à vivre ensemble. Et c'est ce que nous avons connu avec le RAIDP. On ne peut pas dire qu'il est totalement nul, mais il faut dire qu'il n'a pas produit les résultats escomptés. Et ensuite, il est devenu caduc. Lorsque quelque chose est caduc, il faut y mettre fin. Mais il est à la place où il était avant la conclusion du partenariat. Avant que nous ne signions un partenariat, nous étions bien quelque part et nous faisions bien quelque chose. Donc nous revenons à notre place et nous reprenons notre combat là où nous l'avons laissé. D'autant que, avec le partenariat, il faut reconnaître que nous avions commencé à être invisibles et inaudibles, et à être même confondus au parti au pouvoir. Voilà. Mais nous avions accepté ce sacrifice en espérant qu'avec la réconciliation, notre image aurait été réhabilitée. Les Ivoiriens auraient compris que cette posture a permis quand même au pays d'avancer sur le chemin de la réconciliation. Que cette posture a permis quand même au Front populaire ivoirien de progresser dans les institutions, notamment dans les collectivités locales. Mais si, à ce jour, nous n'avons pas pu atteindre ces 2 objectifs, nous revenons dans notre posture de l'opposition critique. Et nous allons continuer. Et je note d'ailleurs que depuis que nous avons annoncé la rupture du partenariat, notre image a évolué dans l'opinion, surtout dans l'opinion de l'opposition. Notre image a commencé à se clarifier. Les uns et les autres ont commencé à prendre conscience qu'effectivement, nous nous positionnons dans une logique d'opposition et nous avons des choses à faire valoir et que nous allons nous battre par rapport à 2025. D'abord, d'évoluer sur ses propres bases. Mais nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, un parti politique ne peut pas gagner seul, compte tenu de la configuration de l'électorat. Mais d'abord, il faut compter sur ses propres forces.
et le moment venu, voir avec qui, si cela s'avère nécessaire, conclure des alliances, par exemple pour un deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur nos propres objectifs, sur notre propre programme, qui est de nous battre, de nous organiser pour aller à l'élection présidentielle de 2025. Nous nous sommes félicités du principe même de l'appel, qui est un appel à la décrispation, qui est un appel à la normalisation des relations entre le président Gbagbo, le PPACI et les autres formations politiques de l'opposition. Pour nous, c'est important que le climat politique soit apaisé, que les partis qui sont dans l'opposition ne se fassent pas la guerre, ce qui n'était pas le cas avant l'appel. Donc pour nous, c'est cela qui est important, c'est cela qui est fondamental, parce que chacun sait ce qui nous a divisés, nous a opposés à ceux qu'on a appelés hier les Gors, et la bataille que nous avons livrée sur le terrain, les accusations, les attaques, les agressions dont nous avons été victimes. Donc si à travers cet appel, le PPACI et le président Gbagbo sortent de cette logique de confrontation avec le Front populaire ivoirien, pour nous, c'est une très bonne chose, puisque ça apaise les tensions d'un côté et ça peut nous permettre de nous concentrer sur notre bataille vis-à-vis du parti au pouvoir. Donc c'est ce que nous avons noté, c'est ce que nous avons salué. Non, mais ils doivent se comporter comme je viens de l'indiquer, se féliciter de cette normalisation, et puis s'il y a autre chose au-delà de l'appel, parce que c'est cela qui est aussi la question que certains se posent. Pour le moment, nous ne savons pas, au-delà de l'appel, qu'est-ce que le président Gbagbo propose concrètement? Est-ce qu'il a un projet, par exemple, de rassemblement de l'opposition? Pour le moment, nous ne le savons pas. Et donc, je ne vois pas pourquoi certains camarades mènent une guerre par anticipation. On ne sait pas le contenu de l'appel et déjà, ils sont en campagne, ils déterrent la hache de guerre, ils lèvent les armes contre quelque chose qui n'est pas encore là. Voilà. Je ne comprends pas, c'est une attitude, même s'ils n'ont pas envie d'aller avec Gbagbo, qu'ils attendent d'abord que Gbagbo leur fasse appel. Or, il n'a pas encore fait. Il n'a pas dit, venez, nous allons construire une plateforme politique, une organisation politique, voilà la place que je veux. Et il mène la guerre. Donc, nous ne comprenons pas. Mais on peut, dans une certaine mesure, comprendre. Parce que cela mène le combat du RHDP, qui craint que l'opposition se rassemble à travers cet appel. Et donc, qui instrumentalise un certain nombre de personnes pour qu'ils mènent cette guerre, d'abord pour discréditer l'appel dans l'opinion, pour déjà montrer que l'appel que le président Gbagbo a lancé est rejeté par des militants de l'opposition. Mais nous, ce n'est pas notre boulot de faire le travail du RHDP à sa place. Si le RHDP veut appeler les Ivoiriens ou le parti politique de l'opposition à ne pas se ranger du côté de cet appel, qu'il le fasse lui-même. Mais on ne peut pas comprendre que des militants du FPI mènent le combat du RHDP à la place du RHDP. Donc, c'est cela que nous condamnons. Le FPI doit avoir sa propre ligne. Le FPI n'est pas là pour mener ni le combat du RHDP, ni le combat de quelque parti politique que ce soit. Nous menons notre propre combat. Et le moment venu, s'il s'avère nécessaire, compte tenu du contexte électoral, de conclure quelque chose avec tel ou tel parti, cela fera l'objet de débats à l'intérieur du parti. Le FPI ne peut pas s'engager dans une alliance de quelque nature que ce soit sans un débat démocratique au sein de ces instances. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce stade, donc on ne peut pas comprendre comment des militants peuvent déterrer la hache de guerre à cause d'un événement qui ne s'est pas encore produit. Non, nous n'avons pas été absents, nous étions présents, comme nous l'avons été précédemment, au moment où la déclaration de cette partie. La seule chose, c'est que jusque-là, nous n'avons pas encore signé ces déclarations, tout simplement parce que ces déclarations sont faites au nom d'un groupement auquel nous n'avons pas encore adhéré. Parce que nous ne connaissons pas encore le contenu de ce groupement. Bon, la déclaration parle d'un groupement, mais même ceux qui annoncent l'idée d'un groupement reconnaissent eux-mêmes que ce groupement n'existe pas encore, n'a pas de texte. On ne sait donc pas quel est son objectif, quelle est son organisation. Or, nous sommes un parti organisé. Nous ne pouvons pas souscrire à une déclaration
au nom d'un groupement qui n'est pas connu et auquel la direction ou les instances du FPI n'ont pas donné l'autorisation à la direction d'y adhérer. Et donc, quand nous le saurons, nous soumettrons ce texte aux instances, au comité central en particulier, si possible même au Congrès. Et si le Congrès ou le comité central estime que l'ambition affichée par ce groupement, ses objectifs politiques et stratégiques, son organisation ne constituent aucune gêne et sont tels que nous pouvons y adhérer, en ce moment, nous allons signer toutes les déclarations qui seront faites au nom de ce groupement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous avons totalement ces préoccupations. C'est pour cela d'ailleurs que nous participons aux réunions, que nous apportons notre contribution, nos idées, notre vision. Et donc, sur le principe, il n'y a pas de problème. C'est seulement sur la forme qu'il y a ce problème. Sur le fond, il n'y a pas de problème non plus. Nous sommes d'accord. Évidemment, le moment venu, il faudrait que nous sachions quels sont les choix précis qui sont faits par ce groupement. Parce que être d'accord pour la réforme de la CEI ne veut pas dire qu'on est d'accord pour quel type que ce soit de CEI. Être d'accord, par exemple, pour la réforme du code électoral, ça veut dire que dans les détails, il faut qu'on voit quels sont les éléments, les propositions que ce groupement fait. Par exemple, sur la question du découpage des circonscriptions, nous avons notre vision, notre approche. Est-ce que cette approche est partagée par le groupement? Donc, ce sont des questions qui méritent des discussions le moment venu. Et si nous sommes d'accord à la fois sur le principe et sur le contenu, il n'y a pas de problème que nous signons. Mais si d'aventure il apparaît que ce que le groupement propose en termes de réforme de la CEI, en termes de réforme du code électoral, sont très éloignés de notre vision, bon, nous prendrons nos responsabilités à ce moment-là. Il faut que ces questions trouvent des réponses afin d'éviter ce que nous avons connu dans le passé. Parce que c'est là le vrai problème. S'il y a des problèmes et qu'on les règle à l'avance, les élections vont se passer pacifiquement, paisiblement. Mais s'il y a des problèmes et qu'on refuse de les régler, ces problèmes, nous allons les retrouver en face de nous à l'occasion des élections, puisque chacun voudra défendre ses positions. Chacun va vouloir refuser des situations qui sont préjudiciables à la démocratie, préjudiciables à la transparence du processus électoral. Et c'est pour cela que le dialogue politique est important. Le dialogue politique, c'est pour anticiper sur les élections, c'est pour prévenir les crises. Et donc, un parti politique ou un régime qui ne veut pas conduire le pays dans des conflits post-électoraux doit prendre les dispositions pour amener l'ensemble de la classe politique autour d'une table de négociation pour aplanir les divergences, pour se mettre d'accord sur les règles. Voilà. Parce que si on n'est pas d'accord sur les règles, le moment venu, on va s'affronter sur l'application des règles injustes. Et or, nous n'avons plus besoin de cela. La Côte d'Ivoire a trop souffert des conflits post-électoraux pour qu'en 2025 encore, nous nous retrouvions dans la situation de 2020 ou dans la situation de 2010. La leçon que nous tirons au niveau du Front populaire ivoirien, c'est que l'élection présidentielle est une occasion unique pour le parti de rebondir. Parce qu'en fait, le problème réel du Front populaire ivoirien, c'est, je dirais, la jeunesse de sa direction, de sa classe politique, face à des notables, dans un système politique où l'argent est d'une importance capitale. Et nos cadres, compte tenu de leur jeunesse, compte tenu de leur jeunesse, n'ont pas ces ressources financières pour pouvoir, dans chaque circonscription, tenir la dragée haute à des notables du PDCI qui ont accumulé des ressources, des cadres du RHDP qui sont assis sur le trésor public et qui financent leur campagne en puisant dans l'argent de tous les Ivoiriens. C'est cela. Or, l'élection présidentielle, c'est des individus qui vont s'affronter. C'est, je dirais comme on dit habituellement, c'est un coup KO. Donc, il faut que les militants, qui sont nombreux, se mobilisent autour de leurs candidats, avec les moyens que nous allons mobiliser pour faire la différence. C'est-à-dire que nous sommes comme dans le combat de David contre Goliath. Dans ce combat, ce ne sont pas les deux armées
des Israélites et des Philistins qui se sont affrontés. Parce que dans ce combat, les Philistins étaient plus nombreux que les Israélites. Si les deux armées s'affrontaient, forcément, les Israélites auraient perdu. Mais parce que leurs chefs ont décidé de s'affronter, le combat s'est réglé dans un combat de chefs. La bataille s'est réglée dans un combat de chefs. Donc, en 2025, le sort de la Côte d'Ivoire va se régler dans un combat de chefs. Le chef du FPI contre le chef du PDCI, contre le chef du RHDP, contre le chef du PPACI, etc., etc. Et dans ce combat de chefs, nous, au FPI, nous pensons que nous avons des atouts à faire valoir. Et avec la victoire de David, le paysage politique va changer. Les militants du FPI vont avoir plus de chances, à l'occasion des élections locales, de pouvoir tenir la dragée haute aux autres candidats. Et je suis persuadé qu'en jouant sur nos bases, nous allons avoir plus de députés, plus de maires et plus de présidents de région. Mais comme des électeurs réagissent dans une élection démocratique, faire leur choix par rapport aux qualités, à l'expérience, à la vision de chacun des deux candidats. Je suis à la tête du parti depuis 23 ans. Je peux dire que j'ai apporté une marque à ce parti. Depuis 2011, tout le monde sait dans quel état le parti s'est retrouvé. Il a été complètement désorganisé. Nous sommes dans une dynamique de restauration de ce parti. Et dans cette dynamique, j'ai joué un rôle essentiel depuis 2016 en faisant en sorte que le parti soit dans les institutions, en gagnant l'élection législative en 2016 à Bongouanou, en 2018 le conseil régional, en 2021 reconduction à la tête de la circonscription législative de Bongouanou. Donc c'est un rôle important. Si j'avais été accompagné par mon adversaire, peut-être en gagnant lui aussi une circonscription, peut-être que le FPI aurait été dans une meilleure posture. Et donc, les militants vont apprécier ce que chacun a apporté à ce parti et je suis persuadé qu'ils feront le bon choix, c'est-à-dire me reconduire à la tête pour que nous puissions, de façon solidaire, dans la cohésion, je dirais, aborder l'échéance de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Notre ambition, c'est de la gagner, de gagner l'élection présidentielle. Voilà. Et nous savons que nous avons des atouts. Nous savons que sur l'échiquier politique ivoirien, nous sommes, je dirais, le leader politique qui a marqué l'histoire de ce pays ces 30 dernières années. Voilà. Par rapport à ceux qui s'annoncent, voilà. Si on exclut ces anciens qui ont fait aussi leur temps, je peux considérer que, objectivement, après eux, je suis l'homme qui devrait objectivement accéder au pouvoir pour faire la transition entre cette ancienne génération, celle du président Ouattara, du président Laurent Gbagbo, de feu le président Bédié, et la nouvelle génération qui s'annonce, celle des Blé Goudé, des Guillaume Soro, etc., etc. Il faut que cette transition se fasse. Parce qu'il serait suicidaire pour la Côte d'Ivoire que nous passions de Ouattara à la nouvelle génération, qui n'a pas forcément encore acquis toutes les expériences nécessaires. Or là, je suis un homme d'expérience. Cela fait plus de 30 ans que je suis dans l'action politique. Grâce au FPI, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, je connais toutes les régions. J'ai assumé toutes les hautes fonctions de l'État, ministre, premier ministre, maire, président de région, député, donc je connais toutes les institutions. Et j'ai une vision, qui est la vision du Front populaire ivoirien pour la renaissance, parce que le pays a besoin de renaissance. Et je pense que sur ces chapitres, nous sommes compétitifs. C'est-à-dire que j'attends même de savoir ce que ceux qui arrivent sur la scène et qui veulent nous affronter en 2025, j'attends de savoir ce qu'ils proposent. Mais nous sommes prêts. Voilà. Donc, sur cette base, je suis persuadé que les Ivoiriens ne se tromperont pas. Voilà. Ils savent le sacrifice que nous avons fait pour le pays. Ils savent l'amour que nous portons pour ce pays, à cause de quoi nous faisons ces sacrifices. Et je suis sûr qu'ils feront le bon choix. Parce que la renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est faire en sorte que nous ayons un pays qui soit modernisé dans toutes ses dimensions. Modernisé du point de vue des institutions de la République, une nouvelle constitution, un nouvel État décentralisé,
où les régions seront la colonne vertébrale du développement, de manière à ce que tous les problèmes que nos compatriotes rencontrent en termes d'équipement, d'hydraulique, de routes, d'électricité, d'écoles, de centres de santé, tous ces problèmes-là soient pris à bras le corps par les régions. C'est pourquoi je dirais que si demain je suis président, chaque région aura au moins 10 milliards, en lieu et place des 2 ou 3 milliards que l'État donne à l'heure actuelle. De manière à ce que non seulement les régions puissent promouvoir l'équipement social, mais soient aussi des moteurs du développement économique, de la création d'emplois. Pour les jeunes, beaucoup de jeunes dans les régions sont oisifs, sont au chômage, n'ont pas d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des fonds pour le développement économique et social des régions, qui peuvent prêter de l'argent à des jeunes qui veulent entreprendre, des micro-entreprises, des PME, etc., etc. Il faut aussi moderniser l'économie. Il faut sortir de l'économie de plantation que nous avons hérité de la colonisation pour bâtir une économie véritablement industrielle et une économie qui puisse s'appuyer aussi sur le numérique, la digitalisation, l'économie numérique. C'est fondamental à l'heure actuelle. Mais tout cela aussi dans une dynamique de développement durable. Parce que la question de l'environnement, la question de l'écologie est une question essentielle, c'est une question internationale. Donc, un nouveau modèle de développement qui s'appuie à la fois sur la décentralisation, mais surtout sur la modernisation de l'économie au niveau industriel, au niveau digital. Ensuite, il faut aussi la défense. Je l'ai indiqué. Aujourd'hui, l'environnement est instable. Il y a de gros risques qui nous environnent. Il faut donc une politique de défense et de sécurité à la hauteur de ce que la Côte d'Ivoire représente à l'heure actuelle. Mais aussi une diplomatie qui accompagne cette politique de défense. Parce que la sécurité, c'est à la fois la force armée, mais c'est aussi l'influence. Aujourd'hui, nous observons que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à apaiser ses relations avec la sous-région, avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger. Vous connaissez les tensions qui prévalent. C'est une situation à laquelle il faut mettre fin. Et si demain je suis élu, je ferai en sorte que nos rapports soient le plus rapidement possible normalisés avec ces pays, parce que ce sont des pays voisins, ce sont des pays frères. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous devons donc nous entendre pour faire face ensemble à toutes les menaces qui, je dirais, guettent chacun de ces pays. Mais en plus, il faut aussi une politique sociale hardie. Le capital humain, c'est fondamental. On ne peut pas construire un grand pays si on n'a pas un grand peuple. Et j'ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un peuple de culture, un peuple de connaissances, un peuple de compétences, un peuple de modernité sociale. Parce que la compétence, elle est fondamentale pour conduire tous les projets. Même lorsque vous voulez investir dans le business, il faut que vous soyez bien formé, bien compétent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage parce que le système de formation ne forme pas par rapport aux besoins de l'économie. Donc, beaucoup de jeunes sortent des universités avec des maîtrises, mais ne trouvent pas d'emploi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des besoins, mais qui ne trouvent pas dans le système éducatif. Il faut faire la jonction. Il faut faire de l'université, je dirais, le cœur même de la modernisation de l'économie. Aujourd'hui, notre université est en lambeaux. Les enfants issus des familles modestes ne peuvent pas accéder à l'université. Il faut mettre fin à tout cela. Il faut un système de santé à la hauteur de la Côte d'Ivoire. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire a reculé. Tout cela caractérise l'échec de la politique actuelle menée par le RHDP. Comment en 15 ans, au lieu de faire progresser l'espérance de vie, malgré les dizaines de milliards empruntés, plus de 30 000 milliards empruntés aux institutions financières internationales, l'espérance de vie des Ivoiriens n'a pas progressé. Et il est l'un des plus faibles dans le monde. Tout cela caractérise l'échec de la politique actuelle. Donc il faut rebâtir complètement le système de santé en mettant l'accent sur la prévention, en mettant l'accent sur l'équipement social, sur, je dirais, la réhabilitation des plateaux techniques pour éviter les évacuations sanitaires quotidiennes. Donc, voilà tout ce que nous ambitionnons de faire. Et je pense que lorsque nous allons approcher d'octobre 2025, nous aurons l'occasion d'aller plus loin avec les Ivoiriens,
dans les détails de ce que nous proposons pour la Renaissance. Mais ce que je leur demande aux militants du Front populaire ivoirien, c'est d'abord de se mobiliser, de comprendre que ce congrès est un congrès particulier, un congrès qui se situe, je dirais, dans la droite ligne de l'élection présidentielle de 2025. C'est un congrès de la mobilisation. Son thème, c'est « Rassembler pour gagner ». Ce serait l'occasion pour nous de nous rassembler pour que nos compatriotes de l'opinion internationale sachent que le Front populaire ivoirien est déterminé à se battre pour accéder au pouvoir. C'est pourquoi leur mobilisation est nécessaire. Et nous attendons donc que toutes les régions se mobilisent pour transmettre au comité d'organisation la liste des délégués, de manière à ce que nous soyons le plus nombreux possible à Yamoussoukro le 8 novembre 2024. Mais en plus de cela, ce que nous devons dire aux Ivoiriens, c'est qu'ils peuvent compter sur nous. Voilà. Que le combat que nous avons engagé et les sacrifices que nous faisons, nous sommes déterminés à les poursuivre jusqu'à la victoire finale. Si à un moment donné, certains ne se sont pas retrouvés dans notre démarche, ils doivent comprendre que notre démarche est toujours dictée par la volonté d'arriver à transformer ce pays, d'arriver à accéder au pouvoir pour la renaissance de ce pays. Et c'est pour cela que la démarche d'un parti politique n'est jamais linéaire. Voilà. Pour arriver au pouvoir, comme un ruisseau, il faut, lorsqu'il y a des obstacles, savoir les contourner. Mais chaque fois que nous avons eu à prendre une position, ça a été toujours dans l'intérêt de notre pays. Et c'est dans l'intérêt de notre pays qu'aujourd'hui nous avons rompu le partenariat avec le parti au pouvoir, parce qu'il faut qu'en 2025, nous le remplacions à la tête de l'État. Et à présent, un message à adresser aux leaders politiques, notamment M. Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et le président Alassane Ouattara. Ben, le président Alassane Ouattara, ce que je peux lui demander, c'est de créer les conditions pour que l'élection de 2025 soit apaisée, soit transparente, soit démocratique. L'opposition émet des préoccupations. Il faut qu'il soit accessible à ces préoccupations et qu'il crée les conditions pour qu'on discute de ce qu'il faut pour que les élections à venir ne se passent pas comme nous les avons vécues en 2020. Au président Gbagbo, je crois que c'est le même message que je voulais dire. Nous avons eu un long parcours ensemble, nous avons travaillé ensemble. À partir de 2012-2011, il y a eu des incompréhensions, mais je crois que l'appel qu'il a lancé à Bonois montre bien qu'il a décidé de se remettre dans la voie qu'il lui-même a tracée. Bon, au président Thiam, je crois qu'il a une lourde responsabilité d'assumer l'héritage de feu le président Henri Konan Bédié. Nous sommes tous dans l'opposition. Nous sommes donc condamnés à nous parler. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je marque toute la disponibilité du Front populaire ivoirien à faire tout ce qui est possible de faire avec le PDCI-RDA afin que l'alternance soit possible en 2025. C'est ce que j'ai indiqué. Je le reconnais que je ne suis pas la génération de Blé Goudé, mais je ne suis pas non plus la génération du président Ouattara et du président Laurent Gbagbo. Je suis une génération intermédiaire. Voilà. Je suis une génération passerelle. Et c'est ce rôle de passerelle que je veux jouer. Et le pays a besoin de passerelle. Le pays ne peut pas faire des sauts dans l'inconnu. Il a besoin de passerelle. Et je suis cette passerelle. Et j'espère que les Ivoiriens sauront saisir cette opportunité pour utiliser cette passerelle pour passer du passé au futur.